Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à preuve du... Contraire, j'y étais pas. Oh, le temps de réaction. J'étais en train de réfléchir parce que je regardais hier soir pour m'endormir, je suis le fou du bus. Cette semaine, nous allons vous parler de Guru de Yann Gozlan avant de revenir sur le nouvel album du groupe Joyce Manor, I Used to Go to This Bar. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis accompagné d'un mec en or, un vrai Golden Boy, puisqu'il vient tout récemment de monter Gold sur la Ligue des légendes. Tom, comment vas-tu? Un Golden Boy. C'est pas des danseurs escortes, les Golden Boys? Je sais pas. Je crois que c'est ça. Hein. C'est une expression qu'on dit, t'es un Golden Boy, t'as tout pour toi. Quoi. Ouais, je sais pas. Bon, je trouve que je dis de la merde, mais bah, ça va, on est là. Hein. On est là. J'ai mal aux lèvres, mais on est là. Avant de commencer les festivités, n'oubliez pas que si vous voulez nous aider à grandir et vous voulez aider ce podcast à être un petit peu plus connu, eh bien c'est très simple, il vous suffit d'en parler autour de vous à vos amis qui sont fans de musique et de cinéma. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Même de livres. Même s'ils sont fans de livres. Hein. Oui, d'ailleurs, oui. Pourquoi pas après? Juste fans de gens qui parlent. Juste fans, mec. Juste fans. Comme Pascal Obispo, genre. S'ils sont juste fans. Au secours. Alors, on est sur les réseaux sociaux, @l'afterhourpod, sur TikTok, Instagram. Sinon, vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur les plateformes de podcast, mettre 5 petites étoiles ou un petit commentaire, enfin, ce genre de choses. En tout cas, tout ce qui nous permet de mieux nous référencer, on est preneur. Bon, écoute, on va commencer avec le film de la semaine, qui est donc Guru de Yann Gozlan, réalisateur spécialisé dans le genre du thriller, à qui l'on doit entre autres les films Un homme idéal, Boîte noire ou bien plus récemment Dalloway, que tu n'as pas vu et que j'ai vu. J'ai et vu on Boîte le noire, dit, ça va. c'est pas bien. Mais Dalloway, déjà dès la bande-annonce, tu savais que c'était un mauvais film. Ouais, j'ai tenté. Avec Guru, il valide une nouvelle collaboration avec Pierre Ninet, c'est leur 3e à ce jour. À noter qu'il est producteur du film et que le pitch est d'ailleurs une idée originale de l'acteur, bien que le scénario soit signé Yann Gozlan et Jean-Baptiste Delafont. Au casting, on retrouve également Marion Barbeau, Anthony Bajon ou bien encore Christophe Montenet. Et de quoi ça parle Guru? Eh bien, c'est l'histoire de Mathieu Vasseur, a.k.a. Matt, le coach en développement personnel numéro 1 en France. Et ce que Matt offre à ses clients, c'est une alternative aux doctrines psychologiques ou religieuses, en leur proposant des séminaires, des vidéos ou bien encore des livres pour combattre leur traumatisme. Hélas pour Matt, le gouvernement français réfléchit à écrire une loi pour encadrer ce milieu, dont les dérives inquiètent de plus en plus l'opinion publique et les élus. Petit problème pour notre héros, cette loi impliquerait de décrocher un diplôme et Matt, il a pas le bac. Paniqué à l'idée de devoir étudier et ne pas être une fraude, il va donc totalement vriller entre séquences de mégalomanie, paranoïa et folie pure qui lui feront toucher le fond mais aussi le firmament de sa profession. Bref, on va pas tout vous raconter d'entrée de jeu, mais voilà les grandes lignes de ce fameux Guru et de son Mathieu Vasseur, personnage qui serait notamment inspiré par le rôle de Tom Cruise dans le Magnolia de Paul Thomas Anderson. MDR. Et je pense qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard. Tom, t'as vu le film? Bah là c'est tout frais, t'es sorti j'en sors, voilà, il y a 1 heure même pas. Moi je l'ai vu un petit peu plus tôt dans la semaine. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de Guru de Yann Gozlan? Eh ben c'est trop cool qu'on fasse une deuxième semaine où on parle d'Amnet. Je suis trop heureux de pouvoir reparler pendant au moins 1 heure de ce film, ça va être trop bien. Paul Mescal incroyable. Non, putain, faut parler de Guru. Tu m'as dit il va rejoindre un club très très sélect. Il va rejoindre mon club privé des films qui me foutent une plus grosse chiasse qu'un tacos 6 viandes. Voilà. La meilleure liste de tous les top box. J'avais dit qu'en 2026 c'était l'année où je disais plus qu'un film c'est de la merde, donc je ne vais pas le dire. Alors, quand on veut écrire un film, ce serait bien de s'entourer d'auteurs. Voilà. De gens qui savent écrire des films, qui savent écrire des scénarios. Ouais. Qui savent peut-être écouter l'idée de Pierre Ninet pour en faire un vrai film, quoi. Parce que ça n'a ni queue ni tête. Est-ce qu'on peut juste noter que le pitch de base nous a tous les deux un peu excités et on a trouvé ça intéressant? Mais alors, l'idée de faire un film sur... alors, pas les gourous, mais sur les dérives qu'il y a aujourd'hui du coaching... même en plus c'est très d'actualité en France, mais même avec, pas que sur ça, sur la post-vérité, le néofascisme. Oui c'est ça, en fait c'est sur la bonne parole d'un random, quoi. C'est un sujet tellement intéressant et qui est là depuis tellement d'années, que ce soit aux États-Unis ou en France. Oui. On en parlait juste avant, mais Raël, tu vois, bon on va se prendre un procès, faut pas trop dire son nom, mais Raël, c'est un des meilleurs exemples, tu vois. Et lui, bon, c'est encore un... Même sans parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même moi j'ai envie de dire des fois. À titre personnel, je pense que ce qui se passe sur des réseaux comme Twitch ou ce genre de choses, on n'est pas loin de la dérive sectaire dans certaines communautés. Clairement. Mais donc du coup, sujet ultra d'actualité, sujet hyper intéressant et surtout, sujet hyper profond pour plein de choses. Donc là, on vous a donné les 3 points positifs du scénario, qui ne sont pas dans le film, puisque le film, c'est un mec qui veut tirer avec son arc et qui vise malheureusement
pas la cible. Moi, il vise le mec à côté, quoi. Ah ouais, puis il vise la rangée de la flèche revient vers lui. Ouais. C'est et puis moi, comme je disais, je pense que le film est tellement mal écrit qu'ils avaient une intention, et je pense que Pierre Niney et j'espère qu'ils l'ont pas écrit qu'à deux, quoi. Parce que oui, bon, si, lui, il l'a pas écrit. Oui, il a juste proposé l'idée. Il l'a écrit, donc c'est Yann Gozlan le réal qui l'écrit avec je te dis Jean-Baptiste Delafont, qui est un scénariste qui a bossé sur des films de Gozlan et récemment un film avec Virginie Efira qui a priori n'était pas bien, que je l'ai pas vu. Mais... Moi, le souci que j'ai, c'est que je pense que Pierre Niney, il est venu avec une idée. Avec l'idée qu'on se fait aussi nous, tu vois, de tout ça, un sujet hyper intéressant. Je pense que l'idée de base est vraiment bien. Ce qu'ils en ont fait, ça en est dangereux puisqu'ils montrent tout l'inverse de l'idée qu'ils ont eue, je pense. Je vais juste revenir sur cette idée parce qu'effectivement, s'il y a tout ce truc aussi d'avoir déjà imaginé son personnage en pensant à Tom Cruise, on sait que Pierre Niney est fan de Tom Cruise. Je pense qu'ils n'ont pas compris le personnage. Alors, ils n'ont pas vu Magnolia, du coup. Ils n'ont pas vu Magnolia parce que là, du coup, on en parlera, mais le personnage de Mathieu Vasseur est un personnage qui est extrêmement négatif et toxique. Mais jamais on va expliquer pourquoi il l'est, on n'en sait pas plus sur son background. Et en tout cas, toute cette négativité, enfin cette toxicité qui émane de lui, elle a jamais de retomber, alors que dans Magnolia, le personnage de Tom Cruise, c'est un coach... en séduction. Ouais, en séduction. Enfin, en tout cas, c'est un masculiniste. Et donc, Paul Thomas Anderson critique un petit peu la montée du masculinisme avec ça, mais c'est surtout pour montrer, plus tard dans le film, pourquoi il est comme ça. Et quand on voit son père et la relation qu'ils ont tous les deux et qu'on en découvre plus sur son enfance, on comprend pourquoi le mec a vrillé. Bah là, ils ont voulu le faire avec le frère. Oui, sauf qu'en fait, c'est pour amener un côté thriller de merde. Un côté thriller vraiment très mauvais. Ah, mais ça, on y reviendra. Mais oui, parce qu'en fait, le film se découpe un petit peu. Il a différentes histoires. On a donc l'histoire principale qui est le métier de Mathieu Vasseur qui est, entre guillemets, menacé par une loi française qui nous rappelle ce qui s'est passé récemment il y a moins d'un an, avec le milieu de l'influence. Les commissions sur le milieu de l'influence avec tout à fait. Toutes les raclures de bidets du milieu, Alexis Chen et tous les autres, quoi. Ouais. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant que ça sorte en France, tu vois, que ce soit un film français, parce que t'es en mode, tu peux pas faire plus dans l'actualité. Et cette fameuse scène qui est la seule scène bien du film, c'est quand il est face au Sénat, enfin pas au Sénat, mais... Je sais pas si c'est la seule bonne scène du film. Moi, je t'en ai parlé. Je trouve que c'est la seule scène où les acteurs jouent déjà. Ça, on pourra en reparler aussi. Moi, je trouve que le début... Alors, pour ceux qui savent peut-être pas et qui nous écoutent, voilà, moi j'ai fait une école de commerce et il m'est arrivé d'être dans... On m'a emmené dans ce genre de conneries où on écoute un mec qui nous parle pendant 2 heures de réussite, d'entrepreneuriat, de leadership et tout. Et quand j'ai vu cette scène, l'intro de la toute première scène de Gourou, je me suis dit, ouais, j'ai l'impression d'être dans ces moments-là où moi je me sentais en décalage avec des gens mais moi aussi, qui te disaient, qui te disent là c'est la Bible et tout. Et j'ai trouvé ça ok tiers, c'est juste qu'après ils se perdent dans ce qu'ils veulent raconter et tout, parce qu'ils veulent justement créer cette espèce de thriller un peu paranoïaque où le personnage de Pierre Niney tombe petit à petit dans la paranoïa et la folie parce qu'il y a justement une histoire qui est très mal gérée avec son frère. D'ailleurs, même le côté twist dans la paranoïa et la folie est très mauvaise. Avec un de ses fans qui est un peu trop fanatique et collant. Et là aussi, on a une espèce de truc qui est mal géré. Une histoire avec sa meuf et en parallèle, une histoire avec un autre gourou américain où en fait, la morale, c'est le gourou se fait gourou, quoi. Mais... oui, en gros, il y a 4 grands enjeux dans le film, en plus du sujet de fond, et ils savent pas quoi en faire. Qui font pas avancer le film en plus, parce que y a rien qui se rejoint. Et vraiment, moi, le gros point noir du film, c'est qu'il y a aucun acteur qui joue. Même Pierre Niney, en vrai, il a quand même fait de grands films. Non, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Il a quand même eu des prix et assez mérités, tu vois. Moi, je crois que le film qui m'a... J'ai pas vu Comte de Monte Cristo, ouais. J'ai Monte Cristo dans la tête. Ça, c'est un parfum de Mentos, Monte Cristo. Non, c'est... bon, bref, c'est pas grave. J'ai Saint-Laurent en tête, et dans Saint-Laurent, enfin, putain, le mec, il perce l'écran, tu vois. Donc, en fait, j'étais en mode, ça se trouve, il va peut-être sauver le film un peu avec son... Moi, je trouve que c'est le truc à la Tom Cruise, en vrai, tu sais, il pourrait avoir ce truc... Ah, non, même lui ne joue pas, quoi. Ouais, parce que on le rappelle, Magnolia, c'est peut-être un des rôles les plus importants de Tom Cruise de sa vie, où il joue peut-être le mieux, alors que c'est un second rôle. Oui. C'est ça qui est un peu bluffant et qui fait que tout le monde... a été choc-barre de baiser. Moi, le gros problème avec les acteurs, c'est que effectivement, on a Pierre Niney qui, je trouve, n'a pas été dirigé. Je pense qu'on a affaire à un cas d'acteur là qui est un peu en roulis parce que producteur de son film bosse avec du coup un mec avec qui il a déjà bossé et doit se dire, comme Tom Cruise, je n'ai pas besoin d'être dirigé. Enfin, Tom Cruise, aujourd'hui, on sait personne le dirige, ça fait 20 ans, il écoute personne. C'est problématique parce que tu sens qu'il y a des moments, tu sais pas s'il est en impro, tu sais pas si... quelqu'un lui a dit non là
Pierre, là, tu surjoues. Pierre, là, c'est pas... Je trouve ça terrible. Il y a certaines scènes, on dirait qu'on est dans les émissions TF1 où les voisins s'embrouillent. Le jour où tout a basculé. Oui, voilà. Non, mais vraiment, le jeu d'acteur, c'est le jour où tout a basculé, des fois. Et tous les acteurs, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ils sont tous mauvais. Mais je trouve que... En fait, j'ai même pas envie de dire qu'ils sont mauvais parce que il y a des bons acteurs dans le film. Les deux meilleurs acteurs, je pense, c'est celle qui joue sa femme. Je trouve que c'est une des pires. Mais parce qu'en fait, c'est une nouvelle actrice. Ce que j'ai compris, genre, c'est une ancienne danseuse de ballet qui s'est reconvertie. Elle est un peu sur le début. Moi, je l'ai trouvée quand même intéressante. Je trouve qu'elle a des. Après, elle joue ce qu'on lui donne à jouer. Ah non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai pas envie de dire que les acteurs sont mauvais parce que vu la qualité qu'on sait des acteurs, ça me ferait chier de dire ça. Idem, le fan. Je trouve qu'il y a les moments, il est un peu touchant dans ses expressions. C'est juste qu'il est terriblement mal écrit. Bah, c'est ça le problème. Mais par contre, je trouve que c'est pas un mauvais acteur. Pour le coup, enfin, il est. Oui. Il joue bien ce qu'on lui donne à jouer. C'est peut-être le meilleur, ouais. Mais oui, il faut parler aussi de l'écriture. En fait, on dirait vraiment un vieux qui écrit sur les jeunes d'aujourd'hui, c'est terrible. Genre en mode, bah forcément, quand t'es un fan un peu limite un peu érotomane, bah en fait t'es forcément un fou qui se drogue, qui a une arme chez lui et qui se branle sur des photos du mec. Enfin, on dirait c'est le bingo du mec déstabilisé. C'est exactement ça. Genre c'est en mode, bah, pour faire un fou au cinéma, il faut cocher des cases. Et là, non, enfin, alors du coup, c'est terrible. Comme le gars, il a été enrôlé dans la secte de Pierre Ninet, il est pauvre, il a un espèce de néon kebab dans son salon. Mais ça aussi, la gueule de l'appart. Il a un vivarium avec sûrement un serpent qu'on ne voit pas, mais je pense que c'est l'intention du chef déco. Il a une carine, enfin, tout est fou. Mais ce moment-là, je pense qu'on peut en parler. Donc, j'ai explosé de rire. D'ailleurs, j'ai fait chier les gens dans la salle. Il y a toute une intrigue où du coup Pierre Ninet, on va dire, il y a un fan qui veut absolument travailler pour lui et lui il le rejette, et comme ce fan est rejeté, il commence à critiquer Pierre Ninet. Sauf que Pierre Ninet, Mathieu Vasseur est dans une tourmente parce qu'il y a toute cette loi autour de lui qui remet en question sa position d'influenceur, son métier, et qui pourrait du coup révéler le fait que c'est une fraude. Il y a même une journaliste qui enquête sur lui. Enfin voilà, il est vraiment dans... Putain, j'avais oublié carrément. Il est sous tension et sous paranoïa. Et il y a ce fan qui met des commentaires négatifs sur sa personne sur YouTube, ou en tout cas, il pense qu'il est en train de le diffamer, tout ça. Et Mathieu Vasseur, Pierre Ninet se dit, bon, bah, je vais couper l'herbe sous le pied avant qu'il me fasse une dinguerie, je vais aller le voir. Et là, on a une scène vraiment pathétique où le gourou rentre chez, du coup, la personne qui l'a envoûté, et l'autre lui dit qu'au début, il se fait passer pour le gars en mode, je suis ton fan, après, il lui dit qu'il le déteste, et puis à la fin, il se suicide. La gueule des refs aussi, en mode il parle de l'Iliade, de Homer. Ah oui. C'est nul. Je tiens juste un truc à dire dans un parallèle. Donc toi, t'as pas vu Dalloway. Dalloway, gros spoil de Dalloway, bouchez-vous les oreilles 5 secondes. Oh la gueule. Se finit sur un suicide. Et là, on a encore C'est la meuf qui suicide. Ouais, et là, on a encore un suicide. Et je suis en mode, Yann Gozlan, je crois que tu as une obsession. Je ne sais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et je suis désolé si jamais tu nous écoutes. Mais tes suicides que tu mets dans les films, c'est trop mal écrit en fait. Ils sont c'est déjà pathétique. on les voit, enfin moi là je parle que pour on les voit venir, mais dans Dalloway on les voit venir. Tu le vois venir à 10 000. Ce n'est pas choquant. Il est mal fait. Ouais. Enfin, il est mal fait pas dans la réal en mode la tech et on s'en branle. Il est mal fait en termes de scène quoi. Alors j'ai pas vécu de suicide dans la vraie vie donc je peux pas dire c'est réel ou pas, mais non, c'est juste que c'est pathétiquement écrit. Oui, c'est exactement le bon mot, c'est pathétique. Et le gros problème à mon sens, et là on rejoint le problème que j'ai peut-être avec Yann Gozlan, c'est que c'est un réalisateur, on sent. C'est un réalisateur de thriller, c'est ce qu'il sait faire. Oui, bah oui, il faut qu'il en mette partout du coup. Oui, faut pas faire des films sur la saucisse dans laquelle on vit, ou ce genre de choses. Si ce qu'il veut faire, c'est des thrillers Hitchcockiens. Moi, je trouve que Boîte Noire, c'est super. Pourquoi c'est super ? Parce que c'est un film qui est dans la continuité, genre, tu vois, de Blow Up, de Blow Out même, de Brian De Palma, en fait. Avec ce mec qui est obsédé, qui écoute son machin... Et il rentre dans une espèce de conspiration à la con, dans sa paranoïa. C'est pour ça que le film il est bien. Et puis le mec a prouvé qu'il sait faire des films parce que Boîte Noire en plus c'est bien réalisé, les acteurs sont bien dirigés tout et tout. Fait. Tu vois. Et on sent vraiment qu'il a intégré tous ces codes du thriller. Et là même ils sont extrêmement présents. Mais du coup il noie son propos en essayant de nous mettre dans son ambiance thriller. Mais le truc c'est que le sujet du film pour moi ne se prête pas à ça en fait. Non bah vraiment pas. Et l'autre intrigue parallèle qui est celle du coup du frère de Mathieu Vasseur où on s'aperçoit qu'il a un frère qui n'est pas comme lui. Les deux se détestent, mais on sait pas trop parce qu'en fait, c'est jamais trop expliqué. Mais juste, il y a un bisbille et ça finit par Pierre Ninet qui tue son frère parce qu'il pense que son frère veut le faire. Enfin, mais juste, en fait, c'est trop mal écrit. Tout est mal écrit. C'est hyper mal écrit. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais. Moi, je pense que le film est même un peu dangereux sur son propos. Je pense aussi. Le montrer à des gens un peu trop jeunes, ça donne... Du coup, l'image inverse de ce que le film a, je pense, essayé de vouloir montrer. Je pense que c'est vraiment un film dangereux le message qu'il véhicule. Et surtout, enfin, dans le film, il y a plein de sujets évoqués qui, du coup, comme le film est mal tourné, mal écrit,
un peu décrédibilise certains sujets. Moi, j'avais il y a le des même sujets problème, sur le viol, sur le suicide et tout, sur l'inceste et tout. Même sur les violences familiales. Je suis en mode, c'est très très dangereux d'aller dans des endroits pareils avec une aussi mauvaise écriture. Moi, je pense que le film, il y a un vrai souci, il y a un vrai débat à avoir sur attention à qui on va le montrer. Alors oui, c'est un film où il y a... Mais non, en plus, il est même pas si violent que ça, donc tout le monde pourrait le regarder, tu vois. Le gros problème du film, c'est qu'il veut montrer, mais il veut pas dire. Et c'est comme le même problème que j'ai avec Dalloway, qui est aussi, je pense, un des films où là, Gozlan, il se oriente un peu sur des films, on va dire, d'anticipation très très actuels, sur des sujets très précis. C'est un film qui prend jamais parti, qui montre, mais qui va jamais te dire, voilà mon opinion, voilà ce que je pense, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Là, c'est un film d'une personne qui ne veut pas se mouiller en mode. Alors oui, c'est dangereux les dérives, mais en même temps, l'influence c'est pratique. Bah, normal, je reste un acteur, donc je reste une personne qui a cette influence-là, donc je vais pas trop remettre en question tout ce truc-là, tous les rapports de domination. En fait, le film est super timide sur ce qu'il veut raconter. C'est un film, c'est un film, il est tiède quoi. En fait, c'est un. Il est même pas, il est tiède froid. C'est un film de pisse froid. Oui, c'est ça que je veux dire à la fin. C'est quoi ? C'est un gars qui a voulu faire cuire des coquillettes dans de l'eau froide, quoi. Voilà. Un jour, on va faire un livre de tes expressions qui veulent à peu près tout et rien dire. Genre, tu peux tout mettre dedans. Il y en a une qui m'a fasciné dans le truc, c'est les obstacles peuvent aussi être des tremplins. Et là, j'ai failli dire, ouais, bien joué, mon pote. Belle phrase, c'est une belle phrase. Ouais, parce que Pierre Ninet, enfin son personnage, c'est le roi de la métaphore et de la paraphrase. Hein, dedans, d'ailleurs, quand il se fait tacler sur ça m'a mis très bien début. Et il faut aussi qu'on parle d'un truc, parce que... Le TPMP ? Si vous voulez me dire que le film est mauvais, je le comprends tout seul. Pas besoin de me rajouter Cyril Hanouna et toutes ces chiasses de chroniqueurs pour me dire que le film est mauvais. Et je tiens à dire que il y a 2 scènes avec TPMP, mais ça dure longtemps. Et ces chroniqueurs jouent mieux que les acteurs du film. Alors, par contre, Cyril Hanouna et tous ces chroniqueurs sont meilleurs que tous les acteurs du film. Peut-être parce qu'en fait, tous les soirs, ils sont en train de jouer un rôle ou quoi, mon pote ? Eh mec, c'est quoi ? C'est la télé de... Merde, j'ai oublié le nom du mec de Canal+, tant pis, c'est pas grave. Bolloré. Bah après, c'est financé par Canal+, produit par Canal+, donc il fallait... Bah on n'est pas étonné non plus. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est un film qui critique la post-vérité, le néolibéralisme. Mais produit par Canal+. Oui, mais en fait, c'est ça qui est ridicule. En fait, c'est un film qui dénonce tout ça, alors que c'est tout ce que Bolloré il est en train de faire, et par extension, l'extrême droite dans le monde, sont totalement dans ces schémas-là. Et j'ai l'impression de voir un mec qui est en mode... ouais, c'est ça, qui veut combattre un truc. Le film est terriblement maladroit. Ça passe vraiment à côté de ce que ça veut dire. En fait, je trouve ça catastrophique que des gens aient validé ça en mode... On peut sortir ça. Parce que, en fait, moi, vraiment, c'est le film, il peut être aussi mauvais que tu veux dans la réelle. Bon, la réelle est inexistante, elle est basique au possible. Il y a rien d'exceptionnel. Il y a même 2-3 trucs un peu mauvais, mais ça, c'est mon avis. Ouais, je trouve ça passe, moi. Mais voilà, tu vois, on s'en fout. Il peut être mauvais pour X ou Y raison. Là, je trouve vraiment que il est pas bien, mais de la très mauvaise façon. C'est qu'il faut pas le montrer à tout le monde. Ouais, le montrer à certains gens faibles mentalement pour X ou Y raison. Bah super. Mince, pardon. Ça peut vraiment être dramatique. Vraiment, je pense que le film ouais, je suis d'accord. A un vrai souci éthique. Pour moi, le gros problème du film, outre le fait que ça s'engage sur rien, sur aucun message et tout, c'est que d'avoir choisi le thriller, le mec ça en fait rien dans son propos, et je pense que le film aurait été mieux s'ils avaient peut-être fait un truc plus satirique, plus noir, plus une espèce de comédie, voire un drame. Ça, c'est typiquement le genre de sujet, tu le donnes... Là, faut un drame. Non, mais même, j'allais dire, moi je les aime pas ces gars-là, enfin je les aime pas trop, mais les Ari Aster et Lantimos, tu leur donnes ça, et tu leur dis écrivez-moi un truc bizarre de comédie noire un peu dramatique, ils s'éclatent, le sujet est fou, tu vois. Ah mais oui, tu vois, mais en vrai, typiquement Bugonia. C'est ça, tu cites 2 très bons exemples. Parce que qu'on aime ou pas Bugonia et Eddington, bah tout à fait. Les mecs savent ce qu'ils font, ils vont au bout de leurs idées, qu'on aime ou pas comment ils les démontrent. Et mais au moins ils vont au bout du truc. Des sujets qu'ils ont traités dans leur dernier film, cette idée de post-vérité, voilà, de néolibéralisme, machin, tout ça. Mais là, non, là c'est. Ouais, moi, je pense vraiment le propos, il faut faire attention. Moi, je tiens à dire, Yann Gozlan, je pense qu'il faut arrêter les films sur la société, en fait. Hein, c'est tout bonnement. Ou alors, lance-toi dans les thrillers à 100%. C'est pas ton truc. Hein. Et fais des policiers thrillers à la Seven si tu veux. Éclate-toi. Ouais, ou refais des films d'Hitchcock ou de De Palma, et voilà, y a pas de souci. Mais laisse l'actualité aux gens plus jeunes que toi qui la comprennent peut-être mieux. Il y a ça aussi. Ah, ça. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, on dirait que c'est réalisé par un mec qui a 65 ans, qui est en fin de carrière d'écriture. Et pourtant, il en a 40. Mais comme Ari Aster, mais bon, après, Ari Aster, c'est encore différent parce que lui, au moins, il y a les idées et le film ne paraît pas trop dangereux. Ouais. On se fait les critiques presse ? Ouais, histoire de voir un peu ce que je me remets en place, je glissais dans mon siège. Alors la moyenne de la presse sur Allociné, elle est à 3.1, moyenne spectateur 3.6.
Attends. Voilà, 3-6. 3-6. Alors, on va y aller progressivement. On va commencer par 1 étoile de Mad Movies. Guru ressemble malheureusement plus à un caprice de star qu'à un véritable projet artistique. Ça, on y revient. Ça, acteur, producteur. Quand le mec qui vend le film est aussi le gars qui le conçoit et qui le joue et que c'est le rôle principal, pour moi, tu frises la catastrophe. En plus, moi, j'ai un souci, je t'en parlais juste avant, c'est la promo qu'a fait Pierre Ninet. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça... Oui, mais c'est encore autre chose. Mais comme je te disais, c'est que t'as des acteurs qui font la promo d'un film. Oui. Même si eux trouvent le film est mauvais, ils vont quand même en faire la promo de façon bien. Mais ils vont pas, entre guillemets, mentir sur ce que raconte le film. Je pense pas qu'il ment. Je pense juste qu'il est délu. Parce qu'il c'est fou, Pierre Ninet, il a pas 60 ans. Enfin. Mais il est délu. Après, on parle quand même d'un mec ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'il est au top. C'est un gros bourgeois maintenant. Ouais, mais donc, normal qu'il ait aussi des biais bourgeois. Ouais. Voilà. Bon, bref. Même si c'est un gars, on l'a dit, gros capital sympathie, il a l'air. Oui, et puis ça a pas l'air d'être le mec le plus con, du monde, tu sais, en termes de façon de penser, tu vois. Donc je sais pas. Mais bon, après, je pense après, c'est une erreur de parcours, ça arrive, hein, mais on peut s'enfermer dans des certitudes. Attention aux erreurs de parcours, surtout celles qui pondent des trucs comme ça, quoi. Alors les Inrocks qui ont mis 1 étoile aussi. Le duo Ninet Gozlan est de retour pour un pamphlet sur les dérives des influenceurs motivationnels qui passe à côté de son sujet et s'en tient à des ficelles convenues de thriller. Bon, c'est ce qu'on disait. Le film, globalement, il pourrait faire un grand truc sur un sujet qui est super important. Et au final, il se limite avec un petit thriller tu sais, les séries télé de TF1, là. Genre, tard à l'époque. Oui, parce qu'en plus, le côté thriller est vraiment pas bon. Mais en fait, t'enlèves le côté gourou et Pierre Ninet et Pizzaiolo. Le côté thriller, il peut quand même être là. Genre, ça change rien. Oui, et en fait, il va en Italie au lieu d'aller à Las Vegas pour rencontrer le maître des pizzaiolo, tu vois. Enfin, et il tue son frère parce qu'il a voulu lui piquer sa basse tomate. Exactement. Non, ou alors il lui a dit moi je préfère les basses crèmes. Et enfin, non, mais et puis le film serait vachement plus drôle. Ouais, j'avoue. Bon, Pierre Ninet avec un accent italien, peut-être Pierre Ninet qui fait des trucs racistes, mais pourquoi pas alors. Cinématiseur 4/5, un exposé vivant car angoissant des mécanismes du populisme qui, depuis 10 ans, gangrènent toujours un peu plus les démocraties, ou quand le gros cinéma populaire français se fait politique à nouveau. Voilà, là, moi je tiens juste à dire, si vous pensez qu'il faut faire un film comme ça pour être politique, franchement, on est tombé bien bas dans ce qu'est un film politique. Mais tu sais que pendant le film, oui, il y a ça, et pendant le film, je me disais aussi un truc, c'est que le cinéma français en France a souvent l'image du c'est de la merde, il y a que des comédies. Et du coup, on en Et donc, du coup, quand t'as des films avec des gros budgets, par exemple, le Comte de Monte Cristo l'année dernière, il y a 2 ans, qui sort, gros blockbuster. Là, en vrai, on est quand même presque au blockbuster français, tu vois. Oui. Mais ça me fait chier que le film soit mauvais. J'avais limite un peu les boules parce que moi, j'aime défendre le cinéma français parce qu'il y a des trucs incroyables qui sortent tous les ans. Et l'année dernière a été la preuve de ça. Il y a eu des excellents films qui sont sortis. Il y a eu des moins bien, mais ça c'est normal. Et ça me fait chier que du coup, le film qui sera potentiellement le plus vu de l'année, ça va être ça. Et Marsupilami de Philippe Lachaud, tu vois. Et ça me rend dingue parce que du attends, coup, il y aura bien un petit Artus, un petit truc comme ça, genre. Il y a un film avec Artus qui sort, mais c'est pas une comédie. J'en sais rien, moi. Mais oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre il y aura toujours un film qui va faire 5-10 millions. Tu vois, j'espère que Artus ressortira un film comme ça parce qu'au moins c'est un peu mieux, quoi. Genre moi j'ai vu récemment, je l'avais loupé en salle, Un ours dans le Jura. Typiquement le genre de ça film. Ça l'a vraiment bien, putain. Franchement, c'était pas mal et je suis content, même si ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai déjà vues. Je suis content que le cinéma français fasse aussi ce genre de choses. Ah, mais moi aussi. Moi, je parle juste de l'avis populaire et ça fait chier que du coup, un gros blockbuster comme ça, continue de dégager une image du cinéma à chier. Merde, je l'ai redit, pardon. Pourtant, les gens, ils vont aimer. Bon, attends, on va passer à GQ qui ont mis 4/5 aussi, très enthousiastes. Mêlant le thriller parano à une réflexion sociétale. Déjà, quand on écrit sociétal, ça rappelle ce mot. On dit social, bref. Sur les rapports que nous entretenons à ces prédicateurs qui s'incrustent dans nos smartphones, Guru expose un monde qui ne sait plus en qui ou quoi croire. Ninet livre ici l'une de ses prestations les plus inquiétantes et habitées, affirmant un peu plus son goût pour des personnages de vampires paradoxalement très attirés par la lumière du jour. Je pense qu'il va le faire un petit parallèle avec son rôle dans Monte Cristo, qui n'a aucun putain de rapport avec ce rôle-là. Le comte de Monte Cristo, c'est un personnage qui est rancunier, qui a de la vengeance. De toute façon, c'est l'histoire du... voilà, ce mec-là, Mathieu Vasseur, on sait pas de quoi il souffre. Pourquoi le Comte de Monte Cristo, c'est génialissime ? Parce que tu te tapes, avant d'avoir 600 pages de revanche, tu te tapes 600 pages où le personnage est au fond et tu comprends pourquoi après il prend sa revanche. Mais surtout que, le truc de c'est une critique sur la société, mais non, justement, non, et il est là le souci. C'est que c'est vraiment comme si tu faisais un film sur le conflit israélo-palestinien et que t'étais en mode, il y a cette guerre, regardez ce que fait Israël, regardez ce qu'a fait la Palestine avec c'est le 7 octobre, c'est ça. Regardez, et juste regardez, voilà.
on vous a montré. Et après, maintenant, on part sur un thriller. On va faire la voix d'une Rajab, ça sera la voix de Rajab, quoi. Oui, mais Halloween. Bref. Mais vraiment, je ne comprends pas. Non, ce n'est pas un film. Attends, j'en ai un autre. 5 sur 5 de l'Humanité. Oui, non, mais. L'Humanité, qui est un journal du coup d'extrême gauche, qui valide ça, je comprends pas. Un thriller fascinant et pertinent qui, l'air de rien, interroge en même temps qu'une dérive sectaire, la manipulation psychologique, la quête de célébrité, l'avidité capitaliste et le rêve américain. Pour moi, juste, le mec qui a vu ça, il s'est dit. Je crois que j'ai pas vu un film français depuis longtemps qui a soulevé des sujets. Je lui mets 5 sur 5. Mais en fait, tu sais que je suis un peu d'accord avec les avis qu'ils ont parce que ce qu'ils disent est vrai. C'est juste que le film ne va pas au bout de tout ça. Ça me fracasse, t'as augmenté ton volume sonore tellement ça t'a outré. Mais non, mais parce que en fait, oui, c'est vrai que c'est un film qui veut montrer que l'influence monte à la tête, que le truc du rêve américain, oui, c'est vrai. Tout est vrai. Mais ça ne le montre pas. Ça essaye de le faire, mais ça ne le montre pas. C'est écrit avec le cul. Bon, en tout cas, c'était notre avis sur Gourou de Yann Gozlan qu'on vous invite tout de même à aller voir en salle pour vous faire votre propre avis. Et avant de partir sur la ne montrez pas aux enfants, je vous en conjure par contre. J'ai un petit jeu pour qu'on se calme un peu. Alors, je sais pas si c'est ça, mais il m'a fait la vanne, le Pierre ni oui ni non. Non, ça sera pas le Pierre ni né ni oui ni non. Putain, c'est dommage. Celui-là, il est déposé que personne me le vole. Alors, le jeu, tu le connais déjà, mais les auditeurs ne le connaissent pas. Le jeu, il s'appelle Chat tout pété. Oh oui. Alors, on a une amie. On citera pas son nom, qui n'y connaît rien au cinéma. Et on a un truc qu'on aime bien faire avec elle, c'est que comme elle n'a vu aucun film et qu'elle est très volubile après quelques verres, on lui donne un titre d'un film et elle nous sort un pitch où elle pense que c'est ça l'histoire du film. Et c'est souvent extrêmement drôle. C'est souvent drôle et à des années-lumière du film. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai quelques films que je lui ai demandé de pitcher. J'ai pas les extraits vocaux, donc c'est des retranscriptions que j'ai fait à la main. Vaut mieux pas. Oui, parce qu'il faut avoir bac plus 10 en langue ancienne, je vous le dis. En langue morte. Mais même les chercheurs, ils savent pas quelle langue c'est. Alors, je vais commencer. Et si vous trouvez chez vous, bah tant mieux. Attends, du coup, là, tu vas faire le pitch et je dois retrouver le film. Ça, tu vas retrouver le film. Je connais le jeu, du coup, c'est impossible. Ok. Désolé, parce que ça me fait rire d'avance ce qui a été dit. Donc, c'est l'histoire d'un pâtissier. Le mec, il était là avec ses petits choux, là. 2 pièces montées. Et il s'est dit, c'est un peu chiant. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit bien ? Et bam, il s'est dit, si j'allais les remplir de crème. Et puis là, du coup, c'est toute son épopée du genre comment il arrivait à créer toute la crème et toute la hype autour de la petite pâtisserie. Faut penser Sud-Ouest, c'est trouvable. Ah ouais ? Des histoires d'un pâtissier, de petits choux à la crème, spécialité du Sud-Ouest. Je vais te le dire, tu vas péter ton crâne. Les cannelés, mais c'est pas des choux à la crème, quoi. Mais t'es pas loin. Ce genre de petites choses. Il y a quoi dans le Sud-Ouest en pâtisserie ? Putain, je connais pas les pâtisseries du Sud-Ouest. Des petits choux avec de la crème à la vanille. Les dedans. macarons ? Non. Les petits macarons, les petits. Non, mais je pense qu'il y en a qui l'ont chez eux là. Je sais pas. C'est Dune. La Dune. Les dunes. Tu sais, c'est les petits trucs là. Ah, c'est une pâtisserie ? Ouais. Ah, je connais pas. Bref. Moi j'aurais fait un pitch sur la dune du Pilat, quoi. Elle a fait Alors, c'est un groupe de potes qui se retrouvent tous les ans la dune. Écoute, ChatGPT, elle m'a fait un truc sur un pâtissier. C'est ça qu'il faut avec Chat tout pété. C'est que vraiment, on est à des années-lumière de. Comment elle a pu partir là-dessus ? Je ne sais pas. Il était quelle heure là ? Il était 4h30 là. Oh putain. J'ai les vocaux sur mon téléphone. Je l'ai enregistré comme ça. Bref. Wow. Alors, autre film. Oh, le Dune, il est dur. Le film se passe juste avant le printemps. Avant qu'ils naissent, il n'y a pas de bruit. Arrive le printemps, ils naissent, puis après, tu les nourris au biberon. Et puis après, ça donne des petits gigots à Pâques. Il est décontenant. Attends, recommence. Le film se passe juste avant le printemps. Avant qu'ils naissent, il n'y a pas de bruit. Ça, c'est important. Il n'y a pas de bruit. Arrive le printemps, ils naissent, puis après, tu les nourris au biberon. Et puis après, ça donne des petits gigots à Pâques. Du coup, il faut un truc avec un animal. Ouais. Un truc avec un animal. Avant qu'ils naissent, il n'y a pas de bruit. Oui, c'est ça que je... Avant qu'ils naissent, il n'y a pas de bruit. Ouais, ça c'est important. Je pense qu'il est trouvable celui-là. En vrai, j'ai gardé que ceux qui sont trouvables. C'est quoi l'animal qu'elle a dit, un veau ? Ouais, elle a dit tu les nourris au biberon, après ça donne des petits gigots à Pâques. Ah, des gigots. Ouais. Donc de l'agneau normalement. Ouais. Le silence des agneaux. Exactement. Quand on trouve ça. Ah bah oui, Pâques, les gigots, oui. Bah oui. Avant qu'il naisse, il n'y a pas de bruit, le silence. Le silence. Ah, la folle du bus, putain de merde. Oh là là. Alors, on va faire le breakfast. Bah oui, putain. Non. Oh non. Bah, je te le dis quand même. C'est une histoire de tous les dimanches. C'est des potes qui se retrouvent.
Le samedi, elle s'est trompée. Elle avait presque, hein, à un jour près. Ce sont des potes qui se retrouvent. En fait, ils doivent se retrouver le dimanche pour faire un petit déj. Sauf que les gars, ils ont fait la teuf le samedi et ça a mal tourné. Les gars, ils se réveillent, c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et let's go, on se fait un petit déjeuner du dimanche. Ça part en repas du midi, en apéro de l'après-midi. L'apéro du soir et l'apéro de l'après-midi. Elle a mélangé Breakfast Club et Hangover. Ouais. Et puis du soir, et puis à la fin, ça se transforme en colo géante sur une semaine. Bon, Breakfast Club, pardon, je voulais spoiler. On va en refaire. Il m'en reste 2. Il était introuvable. Ouais, il était introuvable. Celui-là, il est introuvable, je te le dis. En fait, c'est un peu des rébus qu'elle fait, mais en phrasé. Ouais, c'est un rébus poétique. Celui-là, il est dur. Alors là, le film, c'est l'histoire de ceux qui ont voulu imiter Toc Toc, là, le ventriloque, non. Voilà, bon, c'est retranscrit dans le texte. Hein. Le truc dans les parcs pour les enfants avec le Kipi, j'ai oublié. Okay, je vois ce que c'est. Non, c'est des vieux gars qui ont voulu imiter le théâtre de Guignol. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais c'est ça qu'elle disait déjà de base. Attends, putain. Waouh, ok, on recommence. Bon, en gros, le film, elle pense que c'est une histoire de personnes qui imitent le théâtre de Guignol avec des ventriloques et des enfants au parc. Ok. Voilà. Ah, c'est juste ça. Donc, je suppose qu'elle veut parler marionnette. Ouais. Voilà. Marionnette. Synonyme de marionnette. Pantin. La valse des pantins. Ouais, la valse des pantins. Putain. Ouais, bon. Oh putain. Ah, c'est quelque chose, un chat tout pété. Putain, et moi qui connais l'animal en plus, c'est quelque chose. Hein. Et on va finir. C'est que des films que t'as vus, hein, je précise. C'est un mec qui rencontre une meuf, mais le problème c'est qu'il se bagarre tout le temps. Puis en même temps, à la fin de ses combats, il boit un peu trop, donc le mec est souvent drunk. Et puis après, il la croise. Il est un peu love, mais il se rend compte qu'elle n'aime pas trop ça. Du coup, il va tout faire pour essayer de s'améliorer et elle commence à se demander pourquoi il fait ça. Ça se finit pas forcément bien, puis c'est pas vraiment une histoire d'amour, mais c'est beau en même temps. Elle est pas si loin de la vérité. C'est ce que j'allais dire, elle décrit pas. T'enlèves le côté combat avec sa meuf oui. Et l'alcool et tout. Elle est pas si loin du film. Si je pense que tu montes ça à PTA, il sait de quoi on parle. Hein. Oui, vraiment, le côté, c'est pas une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'amour, mais en fait, c'est une histoire de chaos. Enfin, en fait, il sait. Oh putain, c'est pas. Elle m'a surprise. Elle est pas si loin, là. Elle est pas si loin. Bon, voilà, c'était Comme quoi, ça veut dire que PTA a bien choisi son nom de film. C'était Chat tout pété. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On lui donnera d'autres verres pour qu'elle en fasse d'autres. N'hésitez pas à nous dire également combien vous avez eu au petit test Chat tout pété. On rappelle que la consommation d'alcool est dangereux, même si c'est un peu drôle des fois. Et on fait une promesse ici. Si un jour on fait un épisode en public, on m'amènera Chat tout pété pour un épisode en live. Non. Si. Non. Si. Non, parce que ça veut dire qu'il faut qu'elle ait consommé de l'alcool avant. Non, mais t'inquiète. Non, c'est se tenir quand même. Bon, on va passer du coup à la partie musicale pour vous parler du retour du groupe de punk Joyce Manor, enfin de punk rock pour être tout à fait honnête. Donc c'est un groupe qui est pas très connu en France et qui n'avait pas sorti d'album depuis 2022. Pour vous situer un peu leur musique, c'est vraiment un groupe qui s'inscrit dans l'héritage de d'autres prédécesseurs punk rock des 90s comme Blink-182, Weezer ou même plus punk Rancid, mais qui va aussi puiser un peu plus dans les influences un peu plus anciennes, comme par exemple les Smiths, c'est pour ça qu'on les a invoqués aujourd'hui. C'est un groupe qui a eu son prime dans les années 2010, notamment en se faisant connaître grâce à une communauté très engagée sur les réseaux sociaux et grâce à Tumblr. C'est un groupe de la Tumblr era, voilà. Donc un groupe de trentenaires aujourd'hui, on peut le dire. Le bouche à oreille, ça les a aidés à s'installer sur la scène punk rock américaine avec de nombreuses tournées en solo ou avec d'autres groupes. Ils ont par exemple fait une tournée commune avec Pup, qui est un album, un groupe dont on avait parlé il y a un an pour le premier épisode, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième. Ah ouais ? Non, le premier c'était sur Julian Baker. C'était le deuxième alors, on avait parlé de leur retour. Et récemment, par exemple, ils ont fait la première partie de Weezer, donc tu vois, c'est un peu stylé. La boucle est bouclée quoi. La boucle est bouclée, exactement. Alors toi, je sais que tu connaissais un peu Joyce Manor avant, comme moi, puisqu'on écoute un peu leurs anciens albums, ou à défaut certaines chansons de leurs anciens albums. Il y en a littéralement une qui est dans mon top 100 tous les ans, quoi. Qu'as-tu donc pensé de ce nouvel album qui s'appelle I Used to Go to This Bar? J'avais l'habitude d'aller dans ce bar. On en a un tout petit peu parlé avant. Ouais. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Ça fait du bien. Genre, c'est un album, il m'a mis bien. Là, bon, l'album est très court, mais ça, c'est leur marque de fabrique. Il dure 19 minutes. Après, c'est du punk rock. Oui. Mais c'est leur marque de fabrique de faire des albums qui font moins de 30 minutes, quoi. Déjà 30 minutes, c'est qu'ils ont tiré sur la corde. Mais donc l'album est court, donc tu peux le réécouter plusieurs fois et tu peux même réécouter les sons un par un, en différé si tu veux, pour trop faire un avis. C'est bien, ça me fait tellement du bien d'avoir ce genre de groupe dans ma vie. Genre, tu sais, c'est des groupes que j'écoute depuis longtemps. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Mais comme moi, quand j'écoute Pup, où je suis en mode quand j'y reviens, ça n'a pas bougé. Et quand ils sortent un album, ça n'a pas tant bougé. Parce que pour le coup, l'album, c'est le même. Enfin, non, c'est pas le même que tous les autres, mais c'est le même mood, la même vibe. Ça n'a pas changé, c'est des fois ils sont mélancoliques, des fois ils sont dépressifs, des fois ils ont des riffs incroyables, ils sont trop cool. C'est la même musique,
le truc, c'est que c'est pas les mêmes paroles. Ouais. Et ce n'est pas non plus la même façon de chanter, je trouve. C'est ce que j'allais dire. Et j'allais dire, sur cet album, je pourrais comprendre pour ceux qui ne connaissent pas, qui se mettent à écouter, qu'ils aiment pas la voix du chanteur. Parce que je trouve qu'il a une voix très spéciale dans cet album. Après, globalement, il a une voix déjà un peu atypique, mais je trouve que là, il a une voix un peu spéciale. C'est peut-être mon avis. Moi, je le trouve moins enragé que sur les albums jeunes. Tu sais, la première chanson, j'étais en mode, oh putain, c'est la pêche de quand ils étaient jeunes. Dès la deuxième, ça se calme, et j'étais en mode, ok. Et en fait, la propale m'a eu quand même. Oui. La deuxième, en mode, je sais plus ce que c'est le nom exactement, mais genre en mode, tous mes potes sont dépressifs ou un comme ça, là. La deuxième musique, elle s'appelle Falling Into It. Non, c'est la troisième. C'est la troisième. C'est All My Friends Are So Depressed. Et celle-là, elle est incroyable. Et ce qu'on disait, c'est intéressant parce qu'on a eu la même réflexion en l'écoutant. Parce que moi, du coup, j'arrive à ce morceau-là, j'entends le riff de guitare, là, un peu chorus, machin, sur des notes aiguës. Je suis en mode, oh là, il y a la guitare de Johnny Marr, là. J'ai eu le même truc, j'écoute quoi, là? Je suis sur quelle année, là? C'est ça, et après, j'entends chanter, je suis en mode, mais attends, il est habité par la voix de Morrissey, et en fait, c'est un morceau des Smiths, quoi. La voix qui prend sur tout le morceau, je suis en mode... Tout à fait. Oh, mais de toute façon, ce groupe est trop cool, vraiment, je vous invite à aller écouter leurs premiers albums, qui datent de 2012, 13, 14, je dirais. Exactement, si je dis pas de c'est bêtises. 2013, leur premier album, je crois. C'est lequel avec la pochette blanche, avec une photo dessus? Mais c'est 2013. Celui-là. Mais génial. Oh, vraiment, j'ai pas le nom, mais écoutez cet album. Il s'appelle ST. Bah écoutez cet album, c'est une pépite de la musique, et c'est sur cet album qu'il y a 2 ou 3 sons que j'écoute tous les ans énormément. Et celui-là, moi je le trouve comme toi en fait. Moi je l'ai lancé en me disant bon, Joyce Manor quand même c'est un truc de 2010, puis le punk rock c'est un truc de jeune, donc qu'est-ce qui se passe quand à un bout d'un moment les mecs ils deviennent vieux? Est-ce que ça va être cool et tout? J'avais un peu une appréhension, même si en 2022 quand ils avaient sorti leur projet j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus, voilà. Et non, là ils m'ont cueilli parce que je trouve qu'il y a un truc de vraiment comme Pup l'an dernier, de mecs qui sont encore là-dedans dans cette esthétique, mais qui ont vieilli. Qui ont accepté de vieillir. Et là où Blink, par exemple, non. Oui, parce que Blink, ils sont encore en train d'être des caricatures d'eux-mêmes à 20 ans. Il est là le souci. Et c'est pas très intéressant. Alors que là, tu sens juste, c'est des mecs qui font encore de la zig. Ils ont sorti un truc de 19 minutes. C'est à la fois, tu vois, t'as le peps du début, c'est enragé, mais en même temps, c'est quand même plus calme. Il y a une bonne prise de hauteur sur ce que ça raconte et tout. Mais on reste dans l'esprit de ce que c'est le punk rock, c'est-à-dire des gens qui font la fête, des gens qui sont tristes, des gens qui sont heureux, des amitiés, des groupes de potes. Parfois c'est drôle, parfois c'est un peu deep. Mais c'est surtout que j'aime bien, tu vois. C'est surtout qu'en plus le punk rock a un peu souffert d'une image à cause des gros groupes, genre Sum 41, Blink et tout. À cause du fait que maintenant c'est des groupes d'attardés millennials, quoi. C'est ça. Désolé de le dire comme ça. En fait, à l'époque, comme c'était encore des ados / jeunes adultes, les sujets qu'ils évoquaient, tout le monde pouvait se retrouver dedans. Sauf qu'en fait, maintenant, du coup, on avait tendance à associer le fait de parler de ces sujets-là et donc d'être jeune. Ça, c'est marrant ce que tu dis. Tu peux vieillir et garder des soucis, entre guillemets, de jeunes, comme par exemple cet album en parle. Parce qu'en fait, je trouve que c'est ça, grandir, c'est que comprendre que tu grandis physiquement, mentalement, mais qu'en fait les problèmes ils changent pas toujours, ou alors juste ils évoluent par rapport à ton âge, mais c'est les mêmes. Non, t'as dit un truc intéressant sur le punk rock. Moi aujourd'hui j'adore le punk rock, c'est un de mes genres préférés. Et je déplore qu'effectivement le punk rock soit tu vois, le rap il a changé. Punk rock, ça restait la musique de débile. Non, c'est pas forcément une musique de débile, parce que moi j'aime bien cette musique, je l'écoute, j'écoute des Blink. Oui, mais c'est l'image que ça en a, tu vois. Et je trouve ça dommage que c'est devenu vraiment ce truc de nostalgie de millennials qui en fait se retrouvent genre une fois tous les 2 ans à un concert de Blink ou Sum 41 en mode c'est notre jeunesse, ça me rappelle quand j'avais 18 ans, alors qu'en fait ça pourrait très bien être ton actualité, parce que si tu aimais ça à l'époque, tu aimes ça potentiellement maintenant. Il y a des excellents groupes Il aussi. y a des excellents groupes, des artistes solos. Il y a des excellents groupes qui sont arrivés récemment, tout à fait. Qui ont genre entre 25 et 30 ans, donc ils sont quand même jeunes. Et ils sont arrivés ces dernières années et c'est super si je peux donner des références, Pup c'est génial, l'artiste punk c'est plus punk rock aussi, mais un peu plus punk que Jeff Rosenstock, c'est incroyable. Mais en fait tous ces gens là ils font de la musique, ils font vivre ce style que vous aimez. Ne restez pas juste attachés à vos trucs d'enfance en fait. Gardez-les parce que c'est toujours cool Blink à écouter. Moi Blink j'adore, j'adore toujours autant. C'est comme les gens qui ont écouté du rap dans les années 2000 et qui là tu vois, par exemple, vont juste voir une fois par an un concert de Ruff ou La Fouine en se disant ça c'était ça le rap, tu vois. Oui. Alors que le rap actuellement c'est 10 fois mieux peut-être que ce que faisaient ces gars-là. Il y a quelques années on était dans l'âge d'or du rap français pour moi, on a vécu des choses exceptionnelles, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire, c'est dommage de vous limiter à ces choses-là. Et autre chose sur le punk rock, moi je trouve ça con. Aujourd'hui on est dans une grosse nostalgie 90-2000, les gens portent des baggy. En ce moment c'est vénère. Les gens même sont influencés dans leur look par ces gens-là, par le punk rock et tout. Mais remettez cette musique à la mode là. Je vous en conjure. Arrêtez d'écouter. Non, mais il y a des trucs bien aujourd'hui, mais je veux dire.
pourquoi pas s'inspirer de ça, quoi. C'est un genre que j'ai l'impression il est figé dans son époque et personne veut le ressortir. Allez-y. Je sais que quand Olivia Rodrigo elle fait Good For Me, c'est incroyable, tu vois. Mais je sais que par exemple, Travis Baker, qui est le batteur de Blink, il a fait beaucoup de projets. Avec des rappeurs. Mais je crois que même il a fait un truc avec Olivia Rodrigo. Je crois qu'ils ont fait un son où possiblement. Ou alors pour un concert. Enfin bref. Et en fait, lui, tu sens qu'il a toujours ce truc de. En fait, le punk rock, c'est sa vie de toujours. Et il a envie de faire évoluer le truc et que ça revienne un peu à la mode. Là où par exemple, tu vois, bon, après, il fait quand même partie de Blink. Mais je sais pas s'il joue toujours pour eux. Bon, bref, on s'en fout. Si, il joue toujours pour eux. Bon, il fait quand même partie de Blink et du coup, il prend quand même de l'argent avec eux à faire des concerts nostalgiques de merde. Sachant que vraiment, les concerts de Blink ou de Sum 41, des trucs comme ça, c'est toujours un peu le même truc. C'est des tournées où tu vas te retrouver avec Green Day, Simple Plan, potentiellement Weezer, mais encore Weezer, je trouve non, ils sont détachés du truc. Hein. Bah ici, ils sont souvent dans un truc. Plus si ça existe, il y a eu Weezer, Simple Plan à Paris une fois. Mais bref, après Weezer, c'est un peu un cas particulier parce que c'est un groupe que le punk rock a toujours rejeté, parce que peut-être un peu trop intello pour eux, genre, ou pas assez sauvage, justement. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais donc oui, tu vois, t'as quand même 2-3 artistes du punk rock qui essayent de garder ce truc, dont Travis Baker qui avait fait un album complet avec Trippie Redd par exemple, tu vois. À chier d'ailleurs. Moi j'ai adoré, mais parce que je suis nostalgique de merde, tu vois. Après Trippie Redd, c'est pas le sujet. Mais même tu vois, il y a des rappeurs qui, tu sens, ils ont été biberonnés à ça, des rappeurs US qui ont été biberonnés à ça et qui essayent de remettre un peu ça, tu vois. Denzel Curry, il a fait des trucs aussi comme ça. Travis Scott. Oui, voilà. Donc je me dis peut-être que ça va revenir, mais de façon, j'ai peur que ça revienne que avec la nostalgie et pas comme avec des groupes comme ça. Moi je te dis, j'ai foi en ces artistes comme tu vois Olivia Rodrigo, un peu mainstream et tout, qui ont l'air d'avoir baigné là-dedans, d'avoir ces références-là et qui ont envie de les mettre sur le devant de la scène. Je pense que tout est cyclique, à un moment, ça va revenir. Et j'ai hâte que ça revienne parce que je pense que c'est vraiment une proposition. Moi, quand j'écoute ce disque-là, je le trouve pas qu'il est enfermé dans une époque, je trouve pas qu'il est en 2010, à l'époque où Joyce Manor pète, il est pas en 90 ni en 2000. Il est dans son temps et ça sonne vachement bien. Il est très actuel, même au niveau, ce que j'allais dire, même au niveau de la sonorité musicale. C'est très bien produit. Ça marche bien, genre. En fait, le truc avec le punk rock, c'est qu'on a rarement de la surprise. C'est quand même souvent les mêmes suites d'accords, c'est souvent les mêmes rythmiques et tout. Mais il n'empêche c'est sûr que le punk rock, t'écoutes pas ça pour te prendre une claque musicale. Non, c'est pas. C'est un fait. Mais je suis dans un truc qui est quand même moderne, tu vois. Je sens pas une proposition qui est datée. Voilà. Ah oui, non, et ben même, tu vois, le punk rock a toujours été un style où ça pouvait évoquer des sujets genre la dépression et tout, mais toujours, comme on l'a dit, toujours avec ce truc de. Par le prisme de la jeunesse et d'une certaine façon de penser que même si t'es dépressif, il y a de la joie toujours derrière. Un truc lightful. Là, ça marche. Léger, oui, mais en fait, je trouve que le punk rock est limite un des styles de musique où, quand c'est bien écrit, c'est un des sujets les plus transparents sur ce que c'est, tu vois. En fait, il y a toujours un truc qui est intéressant dans le punk rock, c'est cette espèce de naïveté dans l'écriture. Oui, c'est ça. Où on est sur des trucs de mecs plus ou moins, tu sais, un peu qui disent ce qu'ils pensent, sur de la musique qui est quand même un peu moins dégueu que le punk, parce que le punk, on est vraiment sur le zéro, je t'ai mis une boîte à rythme et je t'ai mis 3 riffs. J'adore, hein, mais le punk rock a un truc un peu plus quand même, du coup, inspiré du rock, un peu plus rythmé, machin, recherché. Il y a plus d'instruments. Voilà, c'est par exemple quand on voit un truc comme Weezer, ça se prenait un peu plus la tête à l'époque. Oui, mais après, oui, on parle vraiment d'un groupe qui est. Moi, je les trouve un peu extérieurs. Enfin, tu sais, ils sont dans le punk rock, mais ils sont dans leur prisme à eux tout seuls. Oui. Mais c'est juste pour se dire ce truc-là, c'est que oui, c'est léger. De par aussi la nature, la structure des morceaux, et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est que tu te prends vraiment un truc en pleine gueule qui est sincère. En fait, c'est un truc jeune et de gens qui peuvent rester jeunes. Et c'est le cas de Joyce Manor. J'ai pas l'impression que les mecs sont des boomers ou font du jeunisme. Ils sont juste un groupe qui a évolué et c'est super agréable. Et puis même, tu vois, on a beaucoup parlé de Blink pour le côté nostalgique, mais il y a certains sons de Blink qui marchent toujours très bien aujourd'hui, qui marchent même mieux qu'avant. Tu vois, Adam Song. Oui. Je trouve que c'est un son, aujourd'hui, il marche toujours dans l'actualité, tu vois. Oui, parce que c'est un son qui évoque des sujets sérieux et qui sont toujours d'actualité en 2026. C'est pour ça que ça reste un groupe qui continue aujourd'hui de sortir des albums et de plaire à des gens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les chansons les plus connues de Blink, c'est pas celles qui évoquent le plus de trucs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des gens qui tombent dedans et qui sont ados, donc c'est que ça a un intérêt, tu vois. Au-delà du fait que... Après, Blink, c'est encore Blink et Sum 41, c'est des trucs très spéciaux parce que... Ils sont à part. Ils sont dans la culture populaire. Par exemple, quand je pense à American Pie, je pense à ça, tu vois. Je pense direct à eux. Et là, je pensais d'ailleurs à ces films-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de teen movie comme ça. C'est notre fer de lance. Et j'aimerais bien que dans les... Par exemple, tu vois, typiquement, il y a un nouvel American Pie qui est censé sortir. J'aimerais bien que c'est des groupes comme Joyce Manor ou Pup ou même Modern Baseball, tu vois, qui a un... Oh là là, tu prêches un convaincu. J'aimerais bien que ces groupes-là, qui sortent encore des trucs, soit potentiellement dans une BO d'American Pie et qu'on n'ait pas justement on tombe pas dans le piège de dire
Blink, faites-nous un nouveau morceau, ou qu'on réutilise un morceau de Blink, faites un truc moderne et de notre temps, et les gens qui sont de notre temps, c'est ces gens-là. Voilà. Mais même, tu vois, il y a plein de groupes qui sont arrivés. Après, en plus, oui, Joyce Manor, c'est déjà un groupe entre guillemets plus récent. Ouais. Parce qu'arrivé dans le punk rock en 2010, ils ont 15 ans. Faire, tu vois, donc 10 ans. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais même, tu vois, il y a Covet, par exemple, qui fait pas que du punk rock, mais qui ont certains morceaux de punk rock. Eux, je crois qu'ils sont arrivés en 2016-17. Oui. Même, il y a Chorboy qui, eux, ils sont entre la synthwave et Turnstile, hein, des fois. Oui. Hein. On n'est pas loin du punk rock dans Turnstile, dans certains de plus en morceaux. plus maintenant. Avec Parce qu'on est moins dans le hardcore, donc ouais. Mais comme ils quittent le hardcore pour faire du hardcore pop, ça devient du punk rock. Genre, un peu, je trouve. Hein. Mais donc, je savais qu'on parlait de punk rock aujourd'hui. Est-ce qu'on mettrait pas une petite note à cet album-là ? Comment tu le noterais, toi ? Mon cœur lui met un 4,5. Ah ouais. Parce mais on faisait sur 10, non ? Ah, on faisait sur 10 ? Oui, on faisait sur 10. Bon, mon cœur lui met un 9,5. Ah ouais, 9,5. Mais parce que j'ai passé un trop bon moment et ça m'a fait trop plaisir que ça marche. Ma raison lui met un beau 7,5 quand même. Ouais, moi je mets 7. Parce que je trouve que l'album est quand même de très bonne qualité. Ouais, je trouve ça bien aussi. Après, je pense que 19 minutes, la proposition est un peu trop épurée pour me séduire totalement. Oui, mais c'est Joyce Manor. Je l'ai réécouté 4-5 fois avec un plaisir non dissimulé. Et c'est ça que je demande d'un album de Joyce Manor. Et je pense que je vais l'écouter cette année. Le troisième son, là, moi, il m'a mis une claque, vraiment. Je te vois, qu'est-ce qu'ils nous font là ? Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu ? Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les albums aujourd'hui, on a l'impression de se perdre, et tous les morceaux se ressemblent. Là, quand je l'ai écouté, même 4-5 fois, même la deuxième fois, je savais, par exemple, que je suis revenu au premier morceau quand je l'écoutais en boucle. Je savais que j'étais au troisième. J'ai eu exactement ça. Ouais, voilà. J'ai eu ça parce que du coup, la première fois que je l'ai écouté, à la fin de l'album, ça m'a mis un autre album 2. Oui. Instantanément, je te non, je suis plus sur le bon. Ouais, voilà. Il y avait plus le mood. Pareil, ouais. Et pourtant, c'était... Je crois que c'était l'album de fin des années 2010. Quoi. Et c'est rare aujourd'hui qu'une propale du premier coup, elle te marque et tu te dises ah non, c'était pas un morceau du truc. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout se ressemble tellement des fois dans certains trucs que t'es obligé de les réécouter plusieurs fois pour te dire je suis pas. Surtout qu'en plus, Joyce Manor, moi j'écoute souvent que les 2-3 premiers albums. Genre Headache, tout ça. Ouais, et les autres, s'ils pop dans ma playlist, je vais écouter le morceau, mais je vais pas écouter l'album. Donc ça veut dire que je m'en souvenais plus, tu vois. Et donc, ils ont quand même réussi à faire un truc qui marche. Bon, après 19 minutes. Oui. Mais quand on connaît le groupe, c'est pas choquant, donc on peut pas leur reprocher, tu vois. Mais, vas-y, lâche un petit 45 là. Un petit 45 minutes là, vas-y, allez. T'as pas sorti d'album depuis 5 ans, vas-y, lâche un petit 45 minutes. Aimé. Ben, en tout cas, c'était notre avis sur du coup ce nouvel album de Joyce Manor, I Used to Go to This Bar, groupe qu'on vous invite bien évidemment à aller découvrir par vous-même, beaucoup de bangers, si vous allez vous régaler. Vrai, si vous aimez un peu le punk rock et que vous avez que le prisme nostalgique, vous allez prendre une petite claque. Hein, parce qu'ils ont des choses. Et en vrai, tous les groupes qu'on a cités qui sont pas Blink et tout, allez, hein, genre Modern Baseball et tout, allez-y les yeux fermés, vous allez trouver ça incroyable. Et bien du coup, l'After Hour, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé ce petit triptyque avec un petit jeu au milieu. Ça nous régale. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour le reste, vous pouvez vous abonner sur YouTube si vous regardez sur YouTube, mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, activer la cloche. Je ferai pas le ding ding ding, sinon je vais trigger les gens. Bah ouais, c'est le but de Vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes de streaming, nous mettre un petit 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour le reste, on est présent sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod. On a fait une semaine de légende cette semaine là. Elle est pas finie, Elle est pas finie. Ça arrive. Un Reels par semaine, mon pote. Par jour. Oui, pardon. T'es là, tu veux plus nous voir, on est quand même là. Voilà. On inonde les ondes. J'ai jamais mis autant de stories de ma vie. Je crois que j'ai mis plus de stories en 2 semaines que dans toute ma vie, genre, sur les réseaux. Bah voilà, donc n'hésitez pas, ça vous permet d'avoir des petits capsules de ce qu'on écoute. Enfin, ça nous soutient en tout cas. Mettre un petit like, un petit truc, ça régale. Et puis tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Donc voilà, ça nous soutient et c'est cool parce que pour l'instant, on est sur un projet extrêmement à perte qui nous fait plaisir, mais extrêmement à perte. Il y a un Ulule qui arrive dans 6 mois, le temps de le créer. Alors, moi vivant, jamais mon pote. En vrai, bref, je préfère perdre de l'argent. Je préfère perdre de l'argent qu'en demander aux gens. Mais bon, bref, voilà, ça c'est notre mentalité. On vous remercie comme souvent d'être de plus en plus nombreuses et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau film. Des bisous. Bisous.